Lors des fouilles, on retrouve souvent des déchets alimentaires dans les environs des habitats anciens. Dépotoirs, fossés, fosses d'aisance. Ces déchets sont composés de noyaux, d'os d'animaux et de restes de poissons. Leur préservation dans le site dépend de la nature du sol et du type de poisson. Le squelette cartilagineux d'un requin ou d'une raie se conserve moins bien que le squelette d'un poisson osseux. Des dents, des épines, des écailles et des otolithes de poisson, éléments parfois de très petite taille, peuvent également être retrouvés. Le tamisage consiste à passer sur le tamis à maille fine des échantillons de terre et à les rincer à l'aide d'un jet d'eau. Les restes de poissons sont retenus par le tamis, ainsi que d'autres éléments, comme des tessons de céramique, des fragments de pierre ou des restes botaniques. Ceux-ci sont rassemblés et chacun des fragments est analysé. L'archéozoologie est une discipline assez récente. Elle permet entre autres d'étudier les habitudes alimentaires de nos ancêtres. Elle fournit notamment des informations sur la disparition de certaines espèces de poissons d'eau douce, ou encore sur l'introduction de nouvelles espèces, sur les saisons et les zones de pêche, sur la conservation ou le commerce du poisson. Bien que les poissons aient toujours fait partie de notre alimentation, l'étude de leurs restes a été négligée jusqu'il y a peu. C'est principalement en raison des difficultés techniques que présentait la récolte de ces restes lors des fouilles archéologiques que les recherches ont tardé à se développer. Des techniques pratiquées aujourd'hui plus systématiquement sur les chantiers de fouilles, comme le tamisage, permettent aux archéozoologues d'étudier les squelettes de ces animaux. L'otolithe est une concrétion calcaire de l'oreille interne du poisson. L'analyse microscopique met en évidence des cernes qui définissent la croissance du poisson. Les parties claires correspondent à la croissance rapide de l'été, les parties sombres correspondent à la croissance lente de l'hiver. On peut ainsi définir la durée de vie du poisson, puisque le dernier cerne est celui de la mort. L'étude de la faune sur divers sites archéologiques namurois, Hospice Saint-Gilles, Grognon, Place Marché aux légumes, permet, pour la première fois, d'évaluer l'importance de la pêche locale, de la pisciculture et de l'importation de poissons marins depuis la préhistoire jusqu'au XVIIIe siècle à Namur. Il est impossible de déterminer avec certitude le lieu de pêche de chaque espèce de poisson d'eau douce. Les cours d'eau ne manquent pas. La Meuse, la Sambre et le Houillou, affluent de la Meuse qui traverse en partie la ville. Au XVe siècle, Namur est entouré de fossés alimentés par les eaux du Houillou. Des documents historiques de cette époque indiquent qu'un système de vannes permettait, de temps à autre, de procéder à la vidange des fossés. Tout dépôt d'ordures y était interdit et des mesures d'entretien étaient prévues. Les fossés devaient être régulièrement débarrassés des déchets et des plantes aquatiques afin d'éviter que les eaux ne stagnent. Le Houillou, quant à lui, subissait peut-être une pollution locale occasionnée par les artisans installés sur les rives, ou encore par les rejets domestiques. On sait qu'il existe à Namur dès le XVe siècle une véritable gestion des eaux urbaines. Des règlements de la ville prévoient les lieux et les périodes de pratique de la pêche. Il y est également question de rempoissonnement et de l'obligation de rejeter à l'eau les prises de trop petite taille. Au XVIIe siècle, l'Appelé, au Grognon, est le lieu de vente des poissons d'eau douce. Un gabarit en fer ou en plomb matérialise la taille minimale des poissons commercialisables. Les poissons non vendus le jour même devaient avoir la queue coupée pour éviter toute confusion. Le brochet et le chevenne sont capturés à Namur dès l'époque préhistorique.
Au XIIe siècle, on pêche la perche, l'anguille, le gardon, le barbeau, le spirlin et la vandoise. Ces 3 dernières espèces vivent dans des eaux propres et bien oxygénées. C'est alors le cas de la Meuse et de la Sambre, car leur débit est important et donc moins sensible à la surpêche ou à la pollution. Le silure-glane, poisson-chat européen, a sans doute vécu dans la Meuse namuroise jusqu'au XVe siècle. Les causes de sa disparition sont probablement la combinaison d'une surpêche et de facteurs climatiques. La disparition de certaines autres espèces ne s'est produite qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La carpe, l'anguille, le goujon, le brochet et la perche sont des espèces plus résistantes. Elles peuvent survivre dans des eaux à faible courant et au taux d'oxygène relativement bas. Elles ont pu être pêchées dans les fossés du XVe siècle qui entouraient la ville de Namur. La carpe domestique est introduite dans nos régions au XIIIe siècle. Son élevage répond vraisemblablement à une demande accrue en poissons. Des textes anciens mentionnent qu'il est également pratiqué dans les fossés de la ville vers le XVe siècle. Les eaux stagnantes ou à courant lent, riches en végétation aquatique, favorisent sa ponte. Le poisson marin fait également partie des restes fauniques récoltés à Namur. Il était vendu à la Halalcher par les bouchers habilités à déterminer la fraîcheur de la marchandise. Les espèces marines sont peu nombreuses. On trouve essentiellement du hareng, du cabillaud et des poissons plats, comme la plie, le flet. L'importation du hareng vers Namur est attestée dès le XIIe siècle. Jusqu'au XIVe siècle, le hareng est soit fumé, soit vidé et salé à terre. Après, il est encaqué, c'est-à-dire mis en conserve dans un baril de saumure. Durant le Moyen-Âge, le hareng joue un rôle alimentaire important. Il est très présent encore au XVIe siècle, mais les poissons plats et le cabillaud occuperont plus tard une place aussi importante. Les restes de cabillaud retrouvés dans une fosse d'Aisance, au Grognon, datée du XVIIe siècle, appartiennent à des poissons de grande taille. Cette espèce est alors commercialisée sous forme de morue sèche. La distance séparant Namur de la côte limite bien sûr l'importation de produits de la mer. Toutefois, un transport relativement rapide de ces denrées périssables est malgré tout possible. À l'époque romaine, on achemine déjà des huîtres, et au Moyen-Âge, des moules. Ce n'est cependant qu'au XVIIe siècle qu'apparaissent massivement ces mollusques et la plupart des poissons marins. Cette importation tardive de poissons marins s'explique peut-être aussi par l'abondance locale de poissons d'eau douce.